doit à Diderot. Donc c'est un texte assez ancien finalement, hein, puisque bon, Diderot c'est 18e siècle, mais c'est un texte qui reste encore un peu dans les esprits, hein, dans les esprits des comédiens et des gens qui réfléchissent sur le jeu. Ce paradoxe date un peu, puisque en gros ce que dit Diderot, c'est que le comédien n'a pas à se laisser aller au sentiment, mais qu'il doit provoquer le sentiment par un travail quasi mécanique, hein, et que plus il ressent de sentiment sur scène, plus il risque de perdre l'effet qu'il produit sur le spectateur. C'était au théâtre, depuis il y a eu le cinéma, depuis il y a eu notamment l'acteur studio, qui pourrait être un peu l'opposé, hein, de cette réflexion du théâtre, où là on considère au contraire qu'on doit pousser les émotions. Et c'est vrai qu'au cinéma la caméra est plus proche. Il y aurait mille choses à dire, hein, sur ces questions. Et on continue à parler de ce paradoxe. J'ai trouvé même un livre d'une personne qui a recueilli 50 témoignages de danseurs, de comédiens, de metteurs en scène sur cette question. Il leur demande de réfléchir aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réponse, quoi. Que l'intérêt, c'est qu'à chaque fois, les cartes étaient remises en jeu, quasiment pour chaque film. Donc, quand on a préparé cet entretien, c'est vrai qu'on était toujours amené à parler de choses concrètes, finalement. Tu disais, ah, mais c'est que des anecdotes et tout ça. Et en fait, je me suis dit, c'est logique, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de parler que de parler concrètement de quelque chose qui arrive au moment du tournage. Voilà, donc on va présenter quelques extraits comme ça. Donc je voulais te demander déjà, donc quand tu es jeune, tu veux être comédienne, qu'est-ce que c'était être comédienne pour toi? Avant même de désirer être comédienne, très très jeune, je voulais être clown. Je voulais faire l'école du cirque, je devais avoir 5 ans. Et mon père, qui pourtant était très, très ouvert, a eu peur. Il n'a pas voulu que je fasse l'école du cirque. En tout cas, très tôt, j'ai senti que j'avais envie et besoin du spectacle et que j'aurais besoin de travailler dans le spectacle. Je crois que ça très très tôt, hein, vraiment la petite enfance. Et je crois que ça vient d'un sentiment très enfantin de ce que j'allais pas pouvoir supporter, accepter, affronter le monde tel qu'il était, et que le spectacle me permettrait de le transformer, de le transcender, enfin, voilà, d'être dans un monde meilleur, quelque chose comme ça. C'est pour enchanter la vie un petit peu, c'est ça? C'est avoir une vie enchantée, ou une vie plus grande que la vie, en quelque sorte. Oui, et puis une vie de fiction, peut-être. Voilà. Et ensuite, à 11 ans, j'ai désiré très 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 fort être comédienne. J'ai pris mes premiers cours de théâtre. Et ça s'est arrêté, donc je prenais les cours du mercredi après-midi, les stages d'été, et ça s'est arrêté à mes 15 ans, parce que j'ai passé une audition, et qu'après cette audition, on m'a fait des remarques qui ne se voulaient pas désobligeantes, mais qu'à 15 ans, j'ai très mal pris, parce qu'elles étaient sur mon physique. On m'a dit, tu as l'âge d'une jeune première, mais tu n'as pas le physique d'une jeune première. Et tu as le physique d'une... Alors, le prof de théâtre avait dit d'une zerbinette. Zerbinette, c'est une gouvernante, une nourrice, une nounou, une gouvernante dans Molière. Tu as le physique d'une zerbinette, donc on imagine quelqu'un de rond, mais tu n'as pas l'âge d'une zerbinette, donc tu n'as pas d'emploi. Et là, je me suis dit, c'est fini. J'ai arrêté les cours de théâtre du jour au lendemain, et j'ai même arrêté de rêver à jouer la comédie. J'ai tout arrêté. Alors, la première, une des introductions dans le cinéma, donc tu fais l'école de cinéma, la FEMIS, ça s'appelait la FEMIS, hein, déjà à cette époque-là. C'était, oui, la première promotion de la FEMIS. La première promotion de la FEMIS, par laquelle est passé à peu près dans ces années-là Arnaud de Pléchin, 5 ans avant. 5 ans avant, enfin, un petit peu
cette école prestigieuse de cinéma. En scénario. Voilà. Et là, tu réalises un film, Dis-moi oui, dis-moi non. Un court-métrage. Un court-métrage, oui, un court-métrage. Donc c'est un film. Oui. C'est un court-métrage qui a marqué ceux qui l'ont vu. Il y a quelque chose de générationnel aussi, parce qu'il y a des comédiens qu'on découvre à cette occasion, qu'on va retrouver pas seulement dans des films, mais dans d'autres. Hein. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit, ou est-ce que tu veux dire 2 mots sur ce film avant qu'on voit l'extrait? Peut-être, oui, à propos de... Alors, c'est un premier court-métrage, il faut être indulgent. Mais oui, je peux ajouter quelque chose à propos de est-ce qu'il y aurait quelque chose de générationnel? Il se trouve que les personnages avaient mon âge. À l'époque, je devais avoir, je ne sais plus, quand on a tourné, je devais avoir 23 ou 24 ans. Et donc j'ai rencontré des comédiennes et des comédiens de 23 ou 24 ans. Voilà, on avait tous le même âge, les gens de l'équipe aussi avaient mon âge. Et j'ai eu la chance immense de rencontrer Valeria Bruni-Tedeschi, dont c'était le 2e court-métrage, Emmanuel Devos qui tournait pour la première fois, Emmanuel Salinger qui jouait aussi pour la première fois, qui lui se destinait à la mise en scène, ne se destinait pas à devenir comédien, et Olivier Py, qui s'est retrouvé, parce qu'il était copain avec Emmanuel Salinger, que je manquais d'un acteur. Voilà, il s'est retrouvé avec nous, alors qu'il était a priori à l'opposé du rôle que je lui proposais, et un comédien metteur en scène aussi aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas Briançon. Alors on va regarder ce court extrait du premier court-métrage. Bonjour demain. Demain, je sais pas si je peux. Oh putain, merde.